Aujourd'hui, le saviez-vous, c'est le 12 avril, c'est la journée internationale du vol spatial habité, commémorant l'exploit du cosmonaute soviétique Yuri Gagarin qui réalisa le 12 avril 1961 la toute première prouesse technique et humaine du genre. Occasion rêvée pour parler d'espace et de satellites, tout en gardant les pieds sur terre dans ce prétoire du tribunal de l'actualité qui reçoit pour vous aujourd'hui Frédéric Ouattara, géophysicien, professeur titulaire des universités et initiateur du projet Burkina Sat 1. Bonjour professeur Ouattara, merci d'honorer notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Ancien ministre de l'enseignement supérieur du Burkina de mars à septembre 2022, Frédéric Ouattara a notamment occupé les fonctions de vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques, puis de président de l'université Norbert Zongo de Koudougou entre 2014 et mars 2022. Lauréat en 2018 du prix du meilleur physicien spatial d'Afrique décerné par l'Union américaine de géophysique, Frédéric Ouattara est aussi l'initiateur du programme satellitaire du Burkina Faso à travers le projet Burkina Sat 1. Et pour cette audience, je bénéficie du concours des juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara, fidèles à leur siège. Bonjour. Bonjour, Président Tomadi. Bonjour, juge Vara. Bonjour, Madame Monsieur. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, Président Tomadi. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Truc TV et en simultané sur Watt FM, votre radio 100% urbaine. Mention spéciale à vous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, qui nous suivez grâce aux satellites, justement, de tous les quartiers qui peuplent notre village planétaire. Et maintenant, place aux avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges entre cris de cœur, coups de cœur, interpellation. Et on commence avec vous, Bernard Bougman. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner le communiqué du procureur militaire qui a donné des informations sur certains dossiers. Et il y a le rapport d'INATA qui a retenu mon attention. Là, je lis un extrait. Le 11 janvier 2022, le dossier était confié à un juge d'instruction à charge d'informer par tout moyen de droit de déterminer X ainsi que les charges qui pèseraient contre ce dernier sur le plan pénal. À ce jour, plus d'une quarantaine de militaires de la gendarmerie nationale et de la chaîne de commandement opérationnel a été entendue. L'instruction judiciaire se poursuit pour parvenir à la manifestation de la vérité. Fin de citation. En fait, c'est d'ailleurs l'avant-dernier paragraphe et la dernière ligne de, comment on appelle ça, du dossier d'INATA. Le reste, c'est d'autres dossiers, dont le dossier 400 millions, où là-bas, il y a eu suffisamment d'éléments pour étayer et expliquer aux Burkinabés comment est-ce que cette affaire de 400 millions qui impliquait un capitaine de l'armée burkinabé qui était basé à Kaya a été effectivement dépensé. Mais sur le rapport d'INATA, on n'en saura pas plus. D'ailleurs, c'est 11 jours après que le juge d'instruction a été saisi du dossier que le président Kabore a été déposé. Bon, c'est pratiquement 2 semaines parce qu'il a été déposé vers 4 janvier et le 11, ça dépasse les 11 jours, mais bon, bref, c'est quelques 2 semaines après, c'est terminé. Mais ce qui retient mon attention, c'est que même le nombre de militaires de la gendarmerie et de la chaîne de commandement opérationnel, le nombre exact, on ne connaît pas. On dit plus d'une quarantaine de militaires. Pour les gens qui ont été auditionnés, la liste est là et le nombre est là. Plus d'une quarantaine, 41 ou 49. Mais c'est 45. Bon, c'est ce détail-là, cette petite précision quand même, mais je pense qu'elle est détail. Pour un dossier de ce genre, le minimum c'est de savoir combien de personnes on a pu auditionner quand on était en train de rédiger le document pour publication. Donc INATA va rester toujours pour le moins dans le flou artistique jusqu'à quand on ne sait pas. Parce que même quand on doit rédiger un communiqué, on ne connaît pas le nombre de personnes exactes entendues dans ce dossier-là. Donc INATA, c'est le seul document peut-être qu'on attend d'avoir des précisions là-dessus. Mais c'est le seul rapport au Burkina qui ne fuite jamais.
C'est-à-dire, si ce rapport, les uns et les autres sont très courtois, respectent les règles de la confidentialité administrative, ça ne sort pas. Alors qu'il y a des documents hautement sensibles qui ont également fuité. Là, ça ne fuite pas. UNATA reste effectivement un dossier mystère. Donc, pendant qu'on y est, UNATA reste un dossier mystère. Pour le Burkina Faso jusqu'à présent en tout cas. Espérons que le mystère sera levé, de toute façon qu'on aura les précisions. C'est déjà bien d'ailleurs qu'on ait donc ce communiqué pour montrer. Qu'on parle d'UNATA, oui, bien sûr, mais bon, on essaie d'avancer là-dessus. On verra où est-ce que tout cela nous mène. De toute façon, la population, nous autres Burkinabés, nous avons besoin d'éclaircissements sur ce qui s'est réellement passé à UNATA, et je pense que ça sera une quête permanente. On continuera de poser les questions jusqu'à ce qu'on nous dise exactement ce qu'il en est. Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Merci, Président. Mais en tout cas, on constate que UNATA dérange. Ça a ému plus d'un, ça a secoué la République. Et les premiers concernés, c'est les militaires. Et comme ils sont là, ça fait un deuxième militaire qu'on a à la tête depuis Roch Kaboré. On est un peu surpris que sur cette question-là, il n'y a pas une célérité pour nous dire le clair mot. C'est quand même un peu surprenant, ça, il faut le dire. Et merci Bernard de revenir là-dessus. Mon avant-propos lui va concerner, je pense que c'était hier, il y a eu une plénière dans l'après-midi à l'Assemblée législative de transition pour présenter le PAST, c'est le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Et ce plan d'action là va coûter 7600 milliards en gros, 43% sur ressources propres. Donc il va falloir aller chercher le reste ailleurs. Il y a 4 grands axes qui ont été définis. C'est la question de la lutte donc, contre le terrorisme, donc la question de la restauration de l'intégrité du territoire national. Il y a la réponse humanitaire, parce qu'on sait que c'est vraiment difficile en termes de conséquences de cette guerre-là. Il y a la question de la promotion de la neutralité et de la méritocratie dans notre administration, et la question de renforcement de la réconciliation nationale et du vivre ensemble. Donc c'est les 4 grands axes. En tout cas 7600 milliards, il va falloir aller les chercher. Et je dis que ça ne sera pas simple, parce que ceux que nous avions comme partenaires pendant longtemps, en tout cas, on a réaxé les choses. Donc, il va sans dire que ça ne se fait pas forcément sans conséquences. Et je crois aussi que les bons qu'on avait lancés il n'y a pas si longtemps ne se sont pas bien comportés. Donc, je veux dire que ça ne sera pas simple, cette mobilisation-là. Et comme on sait déjà que c'est seulement à 43% qu'on va compter sur nous-mêmes, ça veut dire que ça va être difficile. Et donc, je crains qu'après, il y ait l'obligation de juguler, de revoir et d'ajuster. En tout cas, moi, quand je regarde les 4 points, je le dis tout net, il y en a qui ne sont pas discutables. Hein. Quand vous regardez la question de la lutte contre le terrorisme, la reconquête de notre territoire, ça c'est un axe pour moi qui est majeur. La question de la promotion de la méritocratie, bon, l'humanité, ça, on ne peut pas jouer avec ça, ça c'est clair. La question de la promotion de la méritocratie et, je ne sais pas moi, de limiter le caractère partisan dans les administrations, jusqu'à présent, on a tenté de nous expliquer. Hein. Mais si ça doit mobiliser beaucoup d'argent, bon, je pense que là aussi on peut greffer là-bas. Ça, c'est déjà assez clair. Et puis, il y a d'autres questions aussi qui... La refondation de l'État. La refondation. Et il y a la question aussi de, comme on appelle, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Ça, par exemple, c'est des éléments qui sont importants. Donc, j'en vois 4. C'est vrai, qui sont des objectifs intéressants, mais il y en a qui, si on veut faire de la stratification, qui sont beaucoup plus importants, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui vont nous rejoindre là-dessus. Donc, si les 7600, on n'arrive pas à les mobiliser, bon, je pense qu'il y a là où on peut greffer. Parce que même beaucoup de Burkinabés n'ont pas encore compris la dynamique. Beaucoup n'ont pas encore compris la dynamique. UNATA nous dérange, UNATA nous appelle, UNATA nous interroge, et nous avons besoin de stabiliser ce pays pour le développement et pour avancer, pour relever en fait les défis communs. C'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui nous envoie tout droit dans les satellites, mais nous gardons les pieds sur terre avec notre convoqué du jour, Frédéric Ouattara, géophysicien, initiateur du projet Burkinasat. Que savez-vous de ce projet? Où en est-on dans sa mise en œuvre et quelles en sont les perspectives? Nous en parlons dans un instant, mais après, c'est quelques questions de généralité rapides.
Bernard Bougman? Bon, je ne sais pas s'il faut l'appeler question de généralité, puisqu'il y a un lien directement avec le sujet. Il y a toujours une genèse à un projet, et puis pour un projet de ce genre qui est un projet d'envergure, naturellement, il y a des oreilles attentives. Il y en a qui ont des profils différents, qui ont tenté de l'innovation, de créer des choses au Burkina, ça n'a pas marché. Vous, à plusieurs reprises, vous avez remercié l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré d'avoir prêté une oreille attentive. Je suis curieux de savoir quel a été l'argument que vous avez déposé sur la table pour le convaincre, parce que beaucoup ont échoué à convaincre nos dirigeants de la portée et de la pertinence de leur projet, et c'est très important parce que j'ai côtoyé beaucoup, je sais de quoi je parle. Et j'ai été vraiment curieux de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à convaincre le président de se lancer dans une telle initiative. Professeur Frédéric Ouattara. Je vous remercie pour votre question. En réalité, je suis passé par le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, Alkassoum Maïga. Je lui ai dit merci tout en passant. Je lui ai apporté le projet. Je lui ai dit, voilà ce qui est faisable pour un pays comme le nôtre. Il y a des compétences à l'intérieur. Il faut que vous appuyez le projet. Et sans tourner, il était d'accord avec le projet. Il a été en fait le porte-voix vers le président Kaboré, qui, après l'avoir écouté, a demandé à me rencontrer pour qu'on échange là-dessus. Voilà comment ça s'est passé. Et quand on s'est rencontrés, on a discuté, c'est tellement pertinent pour lui qu'il a décidé que bon, il donne le feu vert à son ministre pour qu'on puisse financer en fait le projet. Et le ministre à l'époque a dit bon, comme tu es à l'université Norbert Zongo, il faut partir de ce budget-là pour financer le projet. Voilà comment est-ce qu'on a budgétisé le projet sur plusieurs budgets, années budgétaires. Voilà comment c'est arrivé. D'accord. Mais après, il y a l'ambition qu'il y a derrière. D'ailleurs, un média de la presse étrangère a dû se poser la question de savoir est-ce qu'il était opportun pour le Burkina de se lancer dans l'espace au moment où sa population peine à manger. Donc, se posant la question sur l'importance d'un tel projet pour le Burkina Faso. Quand vous avez entendu ces commentaires en son temps, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Ce que je peux dire, c'est que tout homme sensé sait qu'aujourd'hui, pour maîtriser ce qui est à la surface de la planète, au sol, je décide dans l'espace. Manger, de l'eau, l'éducation, c'est dans l'espace et la santé. Aujourd'hui, à l'époque, le papa au village peut sortir regarder le ciel. Il va vous dire que, tel que je vois la direction du vent, il va pleuvoir dans 1 heure, 2 heures. Et ça marchait totalement. Aujourd'hui, à les changements climatiques, ce papa-là va faire une nouvelle prévision. Donc il est normal que les données soient maîtrisées dans les variations et les variabilités. Et c'est pourquoi l'espace est le seul endroit possible aujourd'hui vers lequel on doit tendre pour maîtriser pour les besoins de l'humanité. C'est à juste que les Nations Unies ont défini l'espace comme un moyen d'atteindre les ODD, les 17 composants des ODD. Objectif pour le développement rural. Développement durable. C'est ça. Et l'espace pour le Burkina Faso, sur les 17, les 8 peuvent être atteints par notre programme spatial. Et c'est fondamental pour un pays comme le nôtre. Donc sur les 17 ODD, 8 peuvent être atteints par le programme spatial. Par le programme spatial. Voilà. Okay. Alors les ODD, c'est bien, on doit aller dans l'espace, conquérir l'espace, mais nous sommes d'abord sur Terre et nous devons résoudre les réalités terrestres. Mais bien entendu, ces réalités terrestres parfois dépendent aussi de la conquête de l'aérien. Geoffroy Vara. Je sais que vous êtes prix du meilleur physicien spatial d'Afrique 2018. Oui. Mais ça fait quoi lorsqu'on est sur le toit du continent dans un domaine aussi pointu et que dans son pays on a l'impression que bon, c'est pas forcément une priorité? C'est vrai que on peut être peut-être mal à l'aise. C'est-à-dire on est plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Quand on fait un sondage, c'est plus les jeunes qui, peut-être comme ils sont de la mouvance actuelle, sont plus portés vers ces choses-là. Les générations antérieures sont moins portées vers ça, peut-être parce qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne peuvent pas comprendre ou qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais j'ai dit seulement que c'est à nous, à ce moment-là, quand tu es sur
le toit, comme vous dites, de l'Afrique, de faire en sorte qu'on crée une synergie d'ensemble vers tout ce qui existe, vers un projet commun, à faire en sorte que le Burkina Faso puisse, dans son entièreté, épouser cette façon de voir les choses qui a été décidée en fait par l'extérieur. D'accord. Je pense qu'à l'université Norbert Zongo, il y a un laboratoire de recherche en énergétique et météorologie de l'espace. Si je ne me trompe pas. Et c'est dans cela que s'imbrique le programme SAT1. C'est ça. Mais comment se porte ce laboratoire-là? À part ce programme, est-ce qu'il y en a d'autres? Comment il fonctionne le laboratoire? Il y a plusieurs programmes à l'intérieur. Nous avons, par exemple, point de vue énergétique, on travaille sur tout ce qui est la commission, comment éviter qu'il y ait pollution liée au gaz d'échappement, etc., pour la santé. Mais il y a aussi une partie qui est une partie chimique qui permet justement aujourd'hui de pouvoir recycler les déchets électroniques et électriques en fait. Par exemple, quand votre portable est en fin de vie, les gens jettent comme ça, alors qu'il faut recycler pour éviter qu'il y ait en fait ce qu'on appelle une pollution des déchets électroniques électriques. Il y a aussi comment recycler les panneaux solaires en fin de vie. Tout ce qui est les ordinateurs en fin de vie, comment les recycler sont des grands projets pour nous dans ce laboratoire-là. Ok. Un laboratoire avec des projets pour travailler sur l'avenir aussi, et œuvre d'ailleurs de ce laboratoire, laboratoire de recherche en énergétique et météorologie de l'espace, l'AREM, de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Le projet Burkina Sat 1, premier satellite du Burkina Faso, fait partie du programme spatial cher au professeur Ouattara, qui a en fait le plaidoyer depuis 2014. Alors professeur, dites-nous en 2 mots, en quoi consiste donc ce projet Burkina Sat 1? En fait, Sat 1, pour dire que c'est le premier satellite dans le cadre d'un projet spatial qui vise à créer une constellation d'au moins 4 satellites qui permettra à la longue d'adresser tous les besoins fondamentaux du Burkina Faso. Donc pour faire une constellation, on met en orbite 1, 2, 3, 4, etc. Et donc le premier de ce genre vise essentiellement à couvrir la végétation pour l'agriculture, etc., la pluviométrie. Et pour nous, il est important qu'un pays comme le nôtre ne soit pas dévancé dans cette dynamique qui est l'espace. Les Nations Unies ont dit qu'il faut que tous les pays du globe terrestre puissent aller vers les satellites afin de les utiliser pour atteindre le développement durable en fait. Et c'est pourquoi justement ce projet pour nous tient à cœur. Que ce soit pas le projet de Ouattara Frédéric, mais c'est un projet burkinabé. Que chaque burkinabé se sente concerné par ce projet afin que non seulement il réussisse pour que nous puissions avoir un meilleur être et mieux vivre, mais aussi quand même que pour une fois qu'on est premier quelque part, qu'on puisse l'être jusqu'à la fin. Parce que l'histoire a montré que très souvent, on a les prémices des choses et on est coiffé à la fin par plusieurs choses. La télévision en est un exemple, la radio aussi. Même le cinéma est en passe de devenir aussi. Voilà. Il faut qu'on soit donc leader en matière de satellites et Burkina Sat 1 vise à nous mettre en orbite. On attend de savoir où est-ce que ça en est, ce projet, qu'est-ce qui bloque, comment est-ce que ça va se passer. C'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous recevons Frédéric Ouattara, il est géophysicien, initiateur du projet Burkina Sat 1. C'est un projet qui permettra notamment aux enseignants-chercheurs de travailler à former la relève et permettra également aux Burkinabés de mieux manger, de mieux se protéger contre les aléas climatiques et autres. Il s'agit également, avec ce projet, d'améliorer ce qui est déjà fait dans les domaines comme l'agriculture, la prospection minière, l'étude des sols, les ressources en eau, la santé, la prévision climatique, etc. Les juges vont maintenant vous entretenir, ou en tout cas vous allez nous entretenir, professeur Frédéric Ouattara, sur la mise en œuvre, les applications et l'état des lieux de ce projet Burkina Sat 1. Bernard Bougman. Oui, je pense que je vais rester d'ailleurs sur votre dernière question, l'état des lieux. On est à quel niveau exactement avec ce projet? Un programme satellitaire comme le nôtre
a 3 phases essentielles. La première phase, c'est il faut réaliser ce qu'on appelle la station au sol, qui permet d'avoir les données satellitaires et voir que ça fonctionne ou pas. La deuxième phase est de construire son satellite. Le construire. Et la troisième phase, c'est de le lancer, le mettre en orbite et qu'il puisse y rester pendant sa durée de vie, qui varie entre 3 et 5 ans, 6 ans, en fonction des aléas climatiques. Nous avons pu construire la station au sol qui est fonctionnelle. Si vous y arrivez, on reçoit les signaux de 90 satellites qui passent par jour au-dessus de la station, donc du Burkina Faso. Ils ont des images, il y a d'autres qui sont cryptées, d'autres ne le sont pas. Et on a les images non cryptées, parce que ce n'est pas notre satellite. On peut regarder, déjà voir ce qu'on peut faire à la température, la pluviométrie, etc. La deuxième chose était d'avoir son satellite. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Les gens donnent l'argent, on construit pour eux et on lance pour eux. On a décidé, nous, qu'il faut former les gens à la relève. Donc on a décidé de construire pas à pas notre satellite. À la date d'aujourd'hui, il est conçu. Il est là. Mais je ne dis pas où il se trouve, mais il existe. Il fonctionne. Il fonctionne. C'est la troisième phase qui reste. Comment faire pour le transporter vers un pays de lancement et le mettre sur orbite. Nous sommes à quelle phase? Deuxième phase. Troisième phase. Qui reste. Alors, il faut combien de phases pour terminer? Troisième phase. 3 phases, ok. 3 phases. Et cette troisième phase peut s'enclencher dans combien de temps, par exemple? C'est la période critique, en fait. On avait plusieurs corps à notre arc, à savoir les partenaires. Il y avait un PIJ, un PIC, si vous voulez. Et on était tellement avancé avec le PIJ en question, mais pour diverses raisons, après le coup d'État, ils nous ont dit que notre pays n'est pas démocratique, mais pas dans les pays non démocratiques, en janvier. Et donc ça a freiné la signature du protocole et d'accord entre eux et nous pour le transport du satellite jusqu'à la destination et les tests et mise en orbite. Donc on avait le pays... Le pays, hein? Non, PIJ. Ok. Mais le PIC, qui était aussi en attente, on a continué avec ce PIC. Il était prévu que ça soit mis en orbite au mois de mai. C'était mai, mais il se trouve que on n'a pas pu signer le contrat à terme. Parce qu'en fait, il y a les lanceurs qui sont des sociétés d'État ou privées qui ont des fusées qui mettent en orbite. Il y a les autres qui sont un pont entre nous et ces lanceurs. Je prends par exemple, si vous prenez la France, il y a le CNES, qui est forcément un pont entre eux et puis, par exemple, les trucs Ariane. Vous prenez les États-Unis, il y a la NASA qui va être entre eux et nous. Si c'est les Russes, il y a Roscosmos. Le Japon, c'est la JAXA, qui est entre, en fait, il doit y avoir des gens entre eux et les lanceurs, en fait. Et donc, il faut négocier toutes ces choses, signer des contrats. Au cas où le lancement échoue, est-ce qu'il faut rembourser le satellite? Qui va jusqu'à quelle hauteur, etc. Tout doit être signé, en fait. Donc, actuellement, on est en train de finaliser le contrat, justement, avec le PIC. Mais pas plus tard qu'hier, il y a un qui est arrivé. Voilà les documents là-dessus, on est en train de travailler là-dessus. Sur les signatures des contrats. Il faut voir que c'est finalisé. On pourra automatiquement espérer qu'on pourra le lancer. Mais, donc, il y a plusieurs aléas. Je vais vous donner peut-être les dates. Mais vraiment, ce sera un plaisir pour nous qu'on puisse clore en fait ce débat de lancement en fait. D'accord. Alors vous avez dit que ça peut aider dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Je vais être concret, je prends par exemple dans le domaine de l'agriculture. Concrètement, comment ça va se passer? Ça peut bombarder des nuages pour qu'il pleuve. Je pose une question concrète et plus simple pour que les gens comprennent comment fonctionne ce mécanisme-là. Non, ce n'est pas un bombardement de nuages parce que le bombardement de nuages, on peut dans l'espace jusqu'à, il faut peut-être à 10-15 km, 12 km, ça suffit. Okay. En fait, c'est de permettre la maîtrise des variations, de la variabilité du climat. Pour qu'on sache quand est-ce qu'il faut s'aimer, quand est-ce qu'il faut récolter, quand il faut faire ça, quelle culture adaptée à la situation d'évolution.
Vous savez que les chercheurs burkinabés ont travaillé sur des variétés à courte période, à court cycle. C'est bien vrai. Même si c'est à court cycle, même si c'est 2 mois. Mais si tu ne sais pas quand il faut pleuvoir, quand il faut s'aimer, tes germes ça va germer, mais après ça va sécher en fait. Donc c'est pour aider déjà il faut changer la façon de faire les pratiques culturelles. Et deuxièmement, ça permettra de regarder les compositions des sols pour faire adapter les cultures à la nature du sol. Et troisièmement, notre pays est un pays qui a plus de ressources souterraines en eau qu'en surface. Si on sait où se trouvent vraiment les nappes souterraines normalement, on peut faire les cultures irriguées, faire les cultures de contre-saison en fait. Okay. Un instrument d'aide à la décision et donc d'aide aussi à la promotion de l'agriculture et à d'autres applications. Nous parlons de BurkinaSat 1, le premier satellite du Burkina Faso, avec son porteur, son promoteur, son initiateur, le professeur Frédéric Ouattara. Il est géophysicien et c'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité. Geoffroy Vara. Oui, quand j'ai lu le document, il y a quelque chose qui m'a frappé, parce qu'on est dans un domaine qui est assez pointu. Donc on a toujours l'impression qu'il y a des gens venus d'ailleurs avec lesquels vous collaborez. Et là, je comprends qu'il n'y a que des Burkinabés qui sont sur ce projet. Je me trompe? C'est ça. En fait, les Burkinabés, inter comme les diasporas, sont les composants intellectuels qui travaillent sur le projet. Okay. Maintenant, comme j'ai dit, nous n'avons pas de fusée pour lancer un satellite. La coopération est une nécessité. C'est pour cela qu'on va vers l'extérieur pour les fusées en fait. D'accord. Voilà. Je comprends, mais c'est que techniquement, ici, on a tout. Oui. On a toutes les compétences et on a travaillé pour être jusqu'à la phase où il faut. Mais vous dites qu'il y a encore des petits problèmes. C'est vrai que vous avez parlé du contrat. J'ai vu ici la question de l'acquisition d'une autre batterie. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. En fait, on avait acheté une batterie. Il y a des tests qu'on a fait sur place. Okay. Parce que quand vous lancez un satellite qui sort de l'espace, il tourne dans tous les sens. Okay. On appelle ça les mouvements de rotation. Si vous n'arrivez pas à le stabiliser, il va prendre des images de je ne sais où, qui ne vous arrange pas. Il fallait qu'on crée un software pour pouvoir stabiliser dans l'espace. On a pu le faire. On a fait les tests des batteries. Mais j'ai dit que les câbles et les batteries que nous avions dedans, moi, en tant que spécialiste, je pense que ça ne peut pas traîner pendant longtemps dans l'espace. Okay. Mais il fallait qu'on trouve des batteries de meilleure qualité et des câbles de meilleure qualité. C'est ça qui est en cours actuellement. Okay. Et j'ai profité pour dire que l'acquisition du matériel est difficile, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce que les procédures de décaissement sont très compliquées et difficiles au Burkina Faso. Par exemple, si vous voulez décaisser 20 millions, on dit de faire appel d'offres. On va prendre un mois, publier dans le journal, choisir le prestataire, attendre environ un mois s'il n'y a pas de recours, alors que tout le monde sait que les providers dans ce domaine sont connus. Okay. Il n'y a pas de compétition possible. Donc on avait écrit à l'époque au ministre des Finances pour qu'il nous donne une procédure facilitée, allégée, pour aller très vite. Il n'a pas voulu. Et donc on est obligé de rester dans la procédure compliquée pour dépenser 10 millions, ça prend 4-5 mois. Alors qu'on pouvait l'avoir moins cher ou... Non. Mais c'est la procédure, c'est le temps le décaissement. Et le temps, et avec ça, le Covid est passé par là, les prix ont flambé et ça pose un problème. Alors que quand un projet est novateur, jamais réalisé, il y a des imprévus au cours de la chose qui font entrer de l'argent, ça fait sortir du budget initial. Alors que dans notre nomenclature, quand c'est hors budget, ça pose un problème. Okay. Voilà, c'est ça en fait. Et il y a la question aussi des tests de résistance que le pays lanceur doit aussi réaliser avec l'embarcation. Oui, ça en fait, quand vous avez... Parce qu'une fusée peut embarquer 40, 50, 60 satellites à l'intérieur de différents pays, de différentes tailles. Donc il faut qu'on s'assure quand il veut décoller, ça secoue à l'intérieur. On a des têtes de vibrations. Il faut qu'on s'assure d'abord qu'il pourra subir les vibrations pour ne pas se disloquer et endommager les autres qui sont avec lui. Donc il faut le test de vibration, test du vide, test thermique, test du champ magnétique.
C'est les 4 tests qui doivent être effectués. Quand c'est bon, on peut embarquer votre satellite dans l'espace. Et donc, dans le contrat de lancement, justement, les tests en font partie. Okay. Voilà. Oui. Lorsque vous évoquez le fait que pour ce qui est de ce qu'il faut au sol, vous avez déjà fini le travail et que vous arrivez même à capter les satellites qui passent par-dessus votre zone et de lire pour ceux qui ne sont pas cryptés, c'est une question de profane. Hein. Ça veut dire que eux, ils ont toutes les données nous concernant. Mais c'est évident. Je vais vous montrer ici les données du Ouagadougou, des satellites. Il s'agit ici, tout l'aéroport et tout. Voici l'aéroport de Padoua. Ils ont tout. Voilà. Ils nous regardent chaque matin. Sans que tu le saches. Dès que nous, on va le regarder. Il ce qui c'est pour dire qu'en fait, quand tu es dans l'espace, comme il balaie tout le globe en rotation, il prend des images. C'est ça. Mais comme l'espace n'appartient à personne, il appartient à tout le monde, mais il prend ce qu'il veut. Et une autre question, parce que quand j'ai regardé, il y avait l'objectif scientifique très affirmé pour ce qui est du projet, mais nous on est dans une réalité qui est celle sécuritaire. Je sais que ceux qui nous écoutent ou nous regardent se posent la même question. On a parlé c'est vrai, sur les questions d'agriculture, ce que peut être l'apport et tout, mais à partir du moment où on peut regarder par là, est-ce que ça ne peut pas nous aider sur le plan sécuritaire? Moi, je suis dans un projet de recherche-développement, parce que en matière spatiale, il faut d'abord que vous définissiez votre objectif de votre satellite. Il faut qu'il soit immatriculé par l'organisme habilité. Le nôtre est immatriculé. Il reste à le lancer en fait. Okay. Ça a pris 1 an pour l'immatriculation des satellites. Et la fréquence de recherche et sociétale comme ça, civile, elle est gratuite. Okay. Quand c'est militaire, il faut d'autres procédures. Et à ce moment, tu sors dans le cadre du projet global qui est de faire de l'espace un milieu civil, en fait, un milieu sans armes, quoi. Donc on est dans le civil, dans ce projet-là. Oui, c'est un projet civil. D'accord, je comprends mieux. C'est un projet civil, mais tout de même, on pourrait peut-être évoluer rapidement vers une dimension qui tienne compte de notre réalité actuelle, professeur Frédéric Ouattara. Peut-être pas avec ce satellite-là. Mais si on veut faire un domaine militaire, on est obligé de redéfinir les objectifs. Ou de faire un autre satellite. Non, il faut évidemment définir les objectifs, repartir chercher les fréquences en question et immatriculer votre satellite militaire à ce moment-là et définir carrément ce que vous voulez faire. Voilà. Okay. C'est ça. Donc actuellement, on est donc dans un projet civil, scientifique qui va nous aider à mieux vivre, qui va nous aider pour un certain nombre d'applications quotidiennes et courantes, mais qui va sans doute aussi aider à améliorer la qualité de la vie. Mais jusqu'ici, vous avez évoqué le soutien que vous a apporté l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Est-ce que ce même soutien de l'État continue? Quelles sont les difficultés réel que vous rencontrez? Vous avez parlé des difficultés de décaissement, des délais un peu longs, etc. Quelles sont en règle générale les difficultés et est-ce que vous sentez toujours ce soutien de l'État par rapport à ce projet Burkina-Sat 1? Et comme jusqu'à présent, les fonds alloués budgétairement au projet existent et continuent, je peux affirmer qu'il y a un soutien, sinon on aurait peut-être biffé le budget en question du budget de l'université Norbert Zongo par exemple. Mais ce qui est toujours qu'il faut savoir que pour des satellites plus grands, par exemple l'abus des télécommunications, ça peut se faire. Parce qu'il faut mettre les payloads à l'intérieur pour faire cela. C'est dans ce sens-là qu'avec les coopérants, on voulait travailler là-dessus pour faire un grand satellite Burkina Sat 2. Et l'an passé, on les avait reçus. On a discuté. C'était bien, on était presque à la signature du contrat. Il aurait fallu seulement que notre pays décide de servir une partie de l'argent de la coopération bilatérale à la construction et à upgrader en fait la station au sol pour que ça puisse se faire en 5-6 mois. Malheureusement, peut-être qu'on a mal managé. La ministre actuelle des Affaires étrangères était directrice de la coopération. On a échangé avec l'ambassadeur du pays en question, avec le ministre Alpha Barré à l'époque.
On a eu des rencontres de haut niveau. Malheureusement, la dernière réunion de haut niveau qui devait décider si oui ou non il fallait l'inscrire comme un programme prioritaire, ça n'a pas pu voir le jour dans le programme prioritaire. Peut-être qu'on a mal managé, peut-être que ceux qui devaient prendre la décision n'ont pas compris. Et donc cette année, on veut aller les revoir pour discuter avec eux, pour les faire comprendre que notre salut là, c'est dans ça. Voilà. Si on les convainc, on aura un satellite plus grand qui fera plein de choses. Parce que un direct, par exemple, d'un président du Faso, c'est entre 110 à 130 millions que vous payez pour avoir direct de 2 heures. Alors que si vous avez votre satellite, à long terme, vous gagnez, vous allez les donner, vous pouvez partager avec les autres, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, ce programme Burkina Sat 1 et éventuellement ces développements ne sont pas, ou vous ne sentez pas que c'est inscrit dans les priorités de l'État, dans les priorités gouvernementales? Votre question, elle est pertinente, elle est embarrassante, parce que je disais seulement que tant que le budget alloué au programme satellitaire n'est pas biffé, je vois ça comme un accompagnement. Oui, il y a un accompagnement, il y a un soutien, mais est-ce que vous sentez que ça tient à cœur au gouvernement, que c'est prioritaire et qu'on perçoit l'importance d'un tel projet? Je voudrais peut-être répondre autrement. Il y avait un programme qu'on appelait Télescope James Webb pour les Américains. Il y avait un budget défini, il y avait un porteur de projet. Comme c'était innovant, et il est fini à 7 fois le budget initial. Ça fait 10 milliards de dollars. Et l'État a déboursé, accompagné, sans hésiter. Parce que la personne qui avait le cordon de la bourse avait compris et encouragé le projet. Et aujourd'hui, ce télescope spatial est à 1 500 000 km de la Terre. Et de ce que nous voyons aujourd'hui, il faut attendre peut-être 2 millions d'années pour les voir aujourd'hui. C'est pour dire que, juste pour montrer quand on accompagne, voilà où on peut arriver. On doit être plus ambitieux, c'est ce que vous voulez dire, Frédéric Ouattara, qui est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Nous parlons de Burkina Sat 1, nous parlons de satellite. Nous en avons besoin aussi dans la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Geoffroy Vara. On est sur Sat 1 d'abord, qui n'a pas tout fini son cycle. Et bon, vous, je sais que vous projetez déjà sur SAT 2, vous parlez de possibilités d'agrandissement, vous avez tenté d'expliquer que même sur le truc au sol, il y avait des éléments qui pourraient permettre peut-être d'améliorer certaines choses. Mais le SAT 1, aujourd'hui au stade où on en est-ce que vous avez pu rencontrer les autorités pour qu'on accélère le processus? Parce que ce qui reste, quand je vous écoute, c'est le lancer. Oui, en fait, le lancer, ce n'est pas le... En fait, il ne peut rien faire. Il faut signer le contrat. Ok. Le contrat, c'est signé entre les providers et nous. C'est ça. Mais l'État ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être faciliter le décaissement de l'argent au moins opportun pour payer en fait les assurances, le transport et tout ça. Mais est-ce qu'au moins vous avez les garanties sur ces étapes-là? Est-ce que vous avez discuté au cas où ça vienne? Pour ne pas que ce soit un autre problème encore, je veux dire. Non, l'argent est dans le budget de l'Université Norbert Zongo actuellement. Okay, maintenant, le problème qui se pose, c'est le décaissement, les procédures. C'est ça qui est le problème. J'avais écrit à l'époque au ministre des Finances, c'est pas que j'étais encore président, pour nous faciliter. Président de l'université Norbert Zongo. C'est ça. Ouais, pas président de l'État. Chef de l'État. Je m'excuse, président de l'université Norbert Zongo. Et donc, pour qu'il facilite en fait le décaissement. Mais il n'a pas voulu. Et cette procédure rend compliquée et difficile en fait. Même si c'est signé aujourd'hui et qu'on doit payer tout de suite, on va être peut-être hors délai. Voilà, là où il peut intervenir, c'est de décider qu'à titre exceptionnel, pour ce programme-là, qui est un décaissement exceptionnel. Voilà. La procédure. Le montant est connu et c'est budgétisé. D'accord. Le montant est connu, c'est budgétisé. Je vais donner. Combien? Il faut qu'on sache aussi les choses. Parce que c'est je parle de ça du début jusqu'à la fin. Si le projet finit, 365 millions. 365 millions. De quoi? CFA. Ok. CFA. Actuellement, ce qui reste à décaisser pour finir tout ça, il est autour de 45-60 millions. Et c'est ça qui reste. Pas beaucoup d'argent en somme. Mais l'argent existe. Mais il faut qu'on puisse décaisser au moment où on en a besoin. Au bon moment. Voilà, c'est la procédure qui est le problème en fait.
C'est la procédure. Et c'est clair aussi que si ce n'est pas fait au bon moment, on risque de reprendre tout le processus ou comment ça va se passer? Ça va décaler la date de lancement. Comme actuellement, c'était en mai qu'on avait prévu. Ok. On est en train de prévoir vers juin, juillet. Ok. Maintenant, si le contrat est signé et que, puisqu'ils ont dit qu'une fois que vous signez le contrat, il faut payer la moitié à la signature du contrat. Voilà. On est Et à la 30 millions à tout casser. Voilà. Et l'autre, un mois après, c'est-à-dire 15 jours après. C'est-à-dire qu'en un mois, tu dois pouvoir tout payer. Ok. Mais alors que nous, si, après la signature, on n'a pas fini les procédures pour pouvoir décaisser, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, donc il faut voir à cela. Peut-être que pendant que je donne la parole au juge Bernard Bougma, vous pouvez montrer quelques images de votre précieux document que vous avez montré tout à l'heure pour qu'on puisse voir ce que ça donne des images satellitaires. Oui, Bernard Bougma. Oui, moi je ferai... C'est les images volées des autres, c'est ça? Non, c'est pas volé. Non. C'est pas les images du satellite burkinabé. Non. En fait, ce que je vais vous montrer là, c'est parce que ça, c'est pour faire le Burkina Stade 2 et montrer que à les performances qu'il aura, on aura des images comme celle-ci. Parce que le satellite qui a pris cette image-là est le même que Burkina Stade 2. Mais qui n'est pas le nôtre. Oui. Mais ça, on peut l'avoir avec les contrats scientifiques de contrats. Ok. Et bon, ça, c'est... Vivement qu'on ait les nôtres alors. Ouais, c'est important. Ouais, bon, moi, je frémis à vous entendre parler parce que plusieurs fois ici, plusieurs invités l'ont dit, et c'est un constat qui est réel. On a une administration beaucoup plus procédurière qu'efficace. C'est ça. Bon, la tendance est d'aller à une administration plus efficace, mais moins procédurière. Bon, vous devez recevoir des gens pour signer un contrat et décaisser la moitié leur donnée. Maintenant, à la signature, au niveau de la procédure, c'est même pas sûr que vous aurez la moitié pour leur payer. C'est ça. Donc ça veut dire quoi? Alors que vous devez avoir le cash le jour de la signature. Ou bien vous engagez la procédure avant la date de la signature, ou bien c'est à partir de la date de la signature que vous engagez cette procédure qui peut traîner des mois. C'est ça aussi l'administration. C'est pourquoi j'ai dit j'ai frémi, quoi. La procédure, pour l'initier, il faut que c'est le contrat qui est le déclencheur du processus. Okay. Alors que si vous avez le contrat, vous pouvez faire 3 mois même sans avoir la moitié que vous voulez, là. C'est ça, pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, je sais. Parce que la procédure, ouais. Voilà. Ils vont te dire, il faut faire appel d'offres, il faut chercher. Alors qu'on sait que c'est cela. C'est déjà connu. C'est ça. Alors, mais là, je reviens à la question du président. Oui. Bon, ça va demander, est-ce que réellement il y a un engouement, un engagement quelque part vis-à-vis de l'autorité politique? Parce que pour des projets d'envergure comme ça, tout est... Est-ce que exceptionnellement, le chef de l'État ne peut pas autoriser ces mesures exceptionnelles-là? Parce que sincèrement, c'est très difficile à comprendre. Parce que le prestataire n'est pas dans nos procédures. Non. Alors qu'on a un projet ambitieux et on veut passer, si j'ai bien compris, à un Burkina Sat 2 dans le domaine de la télécommunication. Voilà. De la façon dont nous allons traiter ces partenaires, les autres aussi vont regarder pour dire, bon, ces gens-là, c'est pas simple. Et sans compter qu'on a besoin de ces outils aujourd'hui dans le contexte que nous traversons. Donc je me suis fait le devoir de rencontrer le directeur de la coopération. Apparemment, ils sont en indisponibilité de calendrier, ils ne sont pas là. Le ministre des Finances, pour lui dire que vraiment c'est une nécessité, c'est un cri de cœur. Maintenant, si on a épuisé toutes ces voies, on peut aller vers le Premier ministre et peut-être le président après. Mais le chef de l'État a des fonds spéciaux qu'on appelle caisse noire. Vous ne pouvez pas aller négocier avec cela directement. Puisque la gestion, je parle parce que la gestion, il l'utilise à sa guise. Lui, il en a, le président de l'Assemblée nationale en a. Il y en a d'ailleurs qui font parfois des dons par-ci, par-là. Mais pour un projet d'envergure, si au ministère de l'économie ça traîne, alors que c'est pour le Burkina, est-ce que vous ne pouvez pas négocier également sur la base des fonds spéciaux? Ça va dans les dépenses de souveraineté par rapport à la reconquête du territoire. Monsieur le Président, c'est combien? Je ne sais pas. C'est pas ça qui peut déranger la caisse spéciale du chef de l'État. Bon, comme je parle des faits, je ne sais pas s'il a une caisse spéciale. Bon. Si, c'est contenu, c'est le chef de l'État a ce qu'on appelle fonds spéciaux. Bon, il y en a qui disent caisse noire. J'aime pas l'expression caisse noire. Voilà, il y a des fonds de souveraineté. On va Frédéric Ouattara, vous savez maintenant, vous pouvez peut-être poser la question. Si vous ne saviez pas, moi je vous donne l'information. Maintenant, si vous arrivez à dire que bon, pour le moment c'est fini, ça c'est un autre débat. Non, on va
On va taper à toutes les portes. Parce que pour nous les citoyens, quand nous entendons cela, sincèrement, on a un pincement au cœur. Qu'un projet suffisamment ambitieux et tout, et que pour des questions de procédure, on perd des délais, et puis certaines choses, il faut recommencer. Et souvent, on a eu des projets aussi qui ont traîné, parce qu'avec les procédures, les coûts même ont flambé à un moment donné. Donc il fallait réévaluer encore pour reprendre la procédure, et on a perdu du temps et de l'argent, alors qu'on aurait pu économiser si on revoyait nos procédures. C'est ça. Alors, rappelons, on a promis quelques images à nos téléspectateurs. Peut-être que vous pouvez les montrer pour que le réalisateur puisse bien les capter. Pendant ce temps, je rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du vol spatial habité. Cette journée... Le rond-point de la Padoie. Le rond-point de la Padoie. Donc c'est un satellite qui passait, puis vous avez... C'est ça qui donne ça. C'est ça qui donne ça. Qui ne nous appartient pas. Il ne nous appartient. Mais là, même s'il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose, on peut bien les voir passer. Hein. Bon, c'est vrai que c'est civil, mais... Ça, c'est Ouagadougou, entièrement, pas le même satellite. Ah, mais c'est assez précis hein, comme image. C'est 0,75. Wow. Donc des images d'une précision cristalline, on dirait. Alors, c'était le 12 avril 1961, il y a 62 ans jour pour jour, donc Youri Gagarin devient à 27 ans le premier homme de l'espace. Il est parti de la base de Baïkonour à bord d'une fusée Vostok 1. Il fait le tour de la planète, il s'est trouvé en état d'apesanteur pendant 70 minutes et c'est un cosmonaute soviétique, donc ingénieur de formation, qui marque une nouvelle étape dans la conquête de l'espace. Oui, c'est une dernière ligne droite. C'est juste une question technique. Et on parle d'agence spatiale, de satellite. La différence, c'est quoi? Parce qu'on dit qu'il y a des pays qui ont déjà des agences. Nous n'en avons pas. On allait directement au niveau des satellites. La différence, c'est quoi? En fait, l'agence spatiale, c'est la structure qui doit coordonner toutes les activités spatiales. Et elle doit avoir en son sein des labos, des centres, avec toutes les compétences nécessaires pour faire cela. Mais nous, il faut créer l'agence spatiale. Si vous ne la créez pas, dans les rencontres internationales de décision, vous n'y serez pas. Mais pourquoi nous, on n'a pas créé? Mais justement, quand j'étais dans le gouvernement, j'ai introduit le 20 juillet 2022 le décret de création et le statut. On a dit que comme c'était un DPE, et seul le ministère des Finances est habilité à introduire le dossier au Conseil des ministres. Donc on a retiré le dossier, remettre au ministère des Finances, et on n'a pas eu le temps de réintroduire parce que le coup d'État est arrivé. Et voilà où on en est en fait. Mais le ministère est juste à Koulouba ici. Vous n'avez pas relancé. Bon, c'est vrai que vous n'êtes plus dans le gouvernement, mais comme le ministère est là, on a relancé juste avec le président de l'université Norbert Zongo actuel. Mon successeur a décidé qu'il fallait ramener tout ça encore à l'université pour faire une grande rencontre, pour prendre tout le monde en compte, alors qu'on était déjà à la signature de création. Mais donc s'il y a des rencontres, comme on n'existe pas en tant qu'agence, nous, c'est pas possible. Moi, j'y vais en tant que spécialiste. Par exemple, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y aura une rencontre. Fin avril. Oui. De toutes les agences spatiales africaines. Pour venir discuter des programmes spatials, de comment on va fédérer et de prendre les grandes décisions. Nous, on y va en tant qu'experts, mais pas en tant qu'agence spatiale. Des gens ont créé l'agence spatiale. Ils n'ont pas d'activité spatiale. Pour pouvoir être dans les Conseil des Nations et discuter. L'agence spatiale est une nécessité. Si vous ne la créez pas, vous n'êtes pas crédible, vous ne pouvez pas échanger avec les gens. Ce n'est pas une question de Ouattara ou de ne pas Ouattara. C'est une question de souveraineté nationale. Il faut la créer pour coordonner. Si à l'agence spatiale, ce déclassement n'allait pas avoir lieu à telle difficulté. Ah oui. Parce qu'à ce moment, son but était de faire des projets de ce genre, donc prévus pour ça. Et pas passer tous ces problèmes. Donc, vous remis à l'agence pour faire les travaux. Oui, qui fait son travail en fait. C'est-à-dire que si on avait l'agence spatiale, c'était beaucoup plus facile. Mais en son temps, pourquoi est-ce que vous n'aviez pas lancé l'agence spatiale en même temps? C'était plus difficile parce qu'il faut. Il a fallu que ce soit ministre pour qu'on puisse arriver à amener ça au moins en Conseil des ministres. Ah oui. Hein.
Voilà. Il faut ça. On est en fin d'émission, mais je Sacré- vais vous laisser 30 sacré Burkina secondes, Faso. professeur Ouattara, C'est pour ça. nous parler de ce planétarium qui existe déjà. Oui. En fait, on a créé un village planétaire qui a pour objectif de susciter des vocations et aux enfants, aux étudiants, aux élèves et aux écoliers. Donc vous avez le planétarium, 35 places assises, vous avez les lieux de réalité virtuelle qui sont au nombre de 35, et il y a une maquette du système solaire qui vont venir, on passe par chaque étape pour regarder comment est l'espace, comment c'est né, etc., pour créer des vocations. Mais la salle dans le planétarium, il reste à climatiser pour qu'on puisse rendre opérationnel. Normalement, d'ici là, ça va être opérationnel. On Il y avance aura un donc. tourisme dans l'espace. On avance à petits pas, Il faut qu'on fasse maintenant de grands pas sur ce projet Burkina Sat 1. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui a évoqué, vous l'avez suivi, le projet Burkina Sat 1 avec son initiateur Frédéric Ouattara. Il est géophysicien, professeur titulaire des universités, ancien ministre chargé de l'enseignement supérieur. Merci professeur Ouattara d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Et merci au juge Bernard Bougma, merci. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage à toutes nos forces combattantes. Prompt rétablissement aux blessés et aux malades et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.